Bienvenue et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de ce journal, le président togolais Faure Gnassingbé entame son 4e mandat. Il a été investi ce dimanche devant la Cour constitutionnelle. Une investiture sur fond de forte contestation de l'opposition. L'Algérie exclut tout recours au Fonds monétaire international. Le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune s'est dit complètement défavorable à cette option, et ce malgré la chute des cours du pétrole aggravée par la pandémie de coronavirus. Et les craintes d'une dévaluation du franc CFA en zone CEMAC. Les réserves de change de la sous-région ont fortement chuté. Pour la Banque des États de l'Afrique centrale, il s'agit d'une menace sur la stabilité extérieure de la monnaie. Mais tout d'abord, le ministre nigérien du Travail, Mohamed Ben Omar, est décédé ce dimanche. Il avait 55 ans et les causes du décès n'ont pour l'instant pas été divulguées. Mohamed Ben Omar était à la tête du Parti social-démocrate, formation qu'il avait formée en 2015 et allié de la mouvance présidentielle. Il avait été plusieurs fois ministre et député depuis 1999. Dans un tweet, le président nigérien Mahamadou Issoufou s'est dit ému à l'annonce de son décès. Au Togo, le président Faure Gnassingbé investi pour un 4e mandat. Le chef de l'État a prêté serment ce dimanche devant la Cour constitutionnelle. Une cérémonie sobre, sans la présence d'autres chefs d'État en raison de la pandémie de coronavirus. Le président Faure Gnassingbé avait été réélu le 22 février dernier avec 70,78% des suffrages. Achille Dupragne et l'éclat des Bessa. Début officiel du 4e mandat du président Faure Gnassingbé. Réélu le 22 février 2020, le président togolais a été investi à l'occasion d'une cérémonie ce dimanche 3 mai, une cérémonie bien sobre, en cause la présence du Covid-19 dans le pays. C'est donc devant un parterre de présidents d'institutions, de membres du gouvernement et de diplomates que ce dernier a prêté serment. Devant Dieu et devant le peuple togolais, seul détenteur de la souveraineté populaire, nous, Faure Gnassingbé, élu président de la République, conformément aux lois de la République, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que le peuple togolais s'est librement donnée, de nous conduire en tout en fidèle et loyal serviteur du peuple. Une fois le collier du grand maître de l'ordre de Mono et le drapeau national reçu par le président Gnassingbé, ce fut au tour du président de la Cour constitutionnelle, Abdou Assoumou, de prendre la parole. Un discours durant lequel Abdou Assoumou n'a pas manqué de s'adresser à ceux qui contestent les résultats de la présidentielle de février dernier, ce qui n'a pas tardé à faire réagir l'opposant Gabriel Agbeyome Kodjo, libéré sous contrôle judiciaire avec l'interdiction de commenter les résultats de la présidentielle. Triste journée pour les Togolais qui continuent leur chemin de croix malgré leur ferme volonté de se construire une nouvelle trajectoire de vie, toujours contrariée par des forces obscures. L'heure de l'alternance a sonné, ensemble pour un Togo juste fraternel et humain. Pour rappel, ce 4e mandat du président Gnassingbé lui a été rendu possible grâce à une modification de la Constitution en 2019. Un mandat renouvelable une fois qui devrait lui permettre de répondre aux nombreuses attentes du peuple togolais, notamment sur les plans sociaux, économiques, mais aujourd'hui plus que jamais sur le plan sanitaire. Pas de recours au Fonds monétaire international. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a affirmé que l'endettement porterait atteinte à la souveraineté nationale et que le gouvernement privilégiait le recours à l'emprunt auprès de ses citoyens. L'Algérie, très dépendante de la rente pétrolière, fait face à la chute des cours du pétrole aggravée par la pandémie de coronavirus. Kamesh Katapoulé et Amen Edji. L'Algérie n'aura pas recours à des prêts du Fonds monétaire international.
C'est ce qu'a affirmé le président algérien Abdelmadjid Tebboune ce vendredi 1er mai. Malgré la chute des cours du pétrole en raison de la crise sanitaire, la stabilité financière du pays se retrouve menacée. Pour autant, le chef de l'État refuse de faire appel à un endettement extérieur qui, selon lui, porte atteinte à la souveraineté nationale. Je préfère emprunter auprès des Algériens que d'aller vers le FMI ou d'autres banques étrangères. Lorsque nous empruntons auprès de banques étrangères, on ne peut parler ni de la Palestine, ni du Sahara occidental. Dépendante de la rente pétrolière, l'Algérie pourrait ainsi entrer en récession d'ici l'année 2020 avec un taux de croissance estimé à moins 5,2% selon le FMI. Pour pallier cette chute vertigineuse, le chef de l'État algérien mise sur l'économie informelle. Une économie qui, selon lui, rapporte entre 6 000 et 10 000 milliards de dinars. Il se refuse de recourir à l'endettement extérieur, qui est une forme d'esclavage. Lorsque les pays s'endettent, ils se mettent la corde au cou, ils ne sont jamais libres d'affecter leurs ressources au développement de leurs pays respectifs. C'est le problème. Eu égard notamment au niveau élevé du PIB algérien, il est possible pour l'Algérie de recourir à l'emprunt intérieur pour financer des projets de diversification de l'économie algérienne. Le seigneuriage d'une part et l'endettement intérieur ou le recours à l'épargne intérieure d'autre part raffermit la souveraineté et l'indépendance du pays et assure effectivement l'intégration économique dans le sens voulu pour le développement d'un pays déjà émergent qu'est l'Algérie. Dans son discours, le président Abdelmadjid Tebboune a également annoncé avoir reçu des offres de prêt de la part des pays amis, des propositions qu'il a pour le moment déclinées. Et le gouvernement algérien a décidé de réduire de moitié le budget de fonctionnement de l'État. Décision prise ce dimanche en Conseil des ministres. Une rigueur budgétaire qui ne concerne pas les salaires et les transferts sociaux. D'ailleurs, le salaire minimum devrait connaître une hausse dès le 1er juin, passant de 18 000 dinars à 20 000 dinars. Dans le reste de l'actualité, la Banque des États de l'Afrique centrale alerte sur un nouveau risque de dévaluation du franc CFA. En cause, la baisse considérable du niveau des réserves de change. La BEAC craint que la situation macroéconomique ne devienne insoutenable. Philomène Tine. Un nouveau risque de dévaluation du franc CFA d'Afrique centrale se présage dans la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Face à la liste de handicaps qui se dresse, notamment la pénurie de devises, la hausse importante des taux de change, la baisse drastique des prix du pétrole, les réserves extérieures de la communauté sont tombées à moins de 2 mois d'importation, faisant craindre une dévaluation du franc CFA. Avec le Covid où l'activité économique est paralysée, vous n'exportez pas, le compte de réserve extérieure va s'assécher. L'alerte de la BEAC est la bienvenue, mais que cette fois-ci, même si on insiste pour cette dévaluation, qu'on demande que les clauses de la Convention financière et monétaire de novembre 1972 soient respectées. Cette menace de dévaluation du franc CFA évoquée par la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, n'échappe pas également aux effets néfastes de la pandémie du coronavirus. La sous-région aura du mal à juguler la baisse du cours moyen du baril de pétrole, principal produit d'exportation de la CEMAC, à $20 en 2020. La convention de coopération entre la République française et les États de la CEMAC est claire là-dessus dans l'une de ses dispositions. Si vous avez autour de 3 mois d'importation, le cas de figure de dévaluation n'était qu'une hypothèse. La deuxième hypothèse, c'était que le compte de réserve extérieure soit renfloué par la France. Donc que la France mette de l'argent dans ce compte de réserve extérieure à l'effet de ce que ça monte peut-être à 8 mois d'importation. La BEAC prévoit une récession de l'économie de la CEMAC à moins 4,9% pour l'année en cours. Une situation macroéconomique qui pourrait être insoutenable pour la zone si les pays ne luttent pas efficacement contre le coronavirus pour en limiter les conséquences économiques et financières. Et les conséquences économiques de la pandémie de coronavirus se font ressentir dans tous les secteurs en Côte d'Ivoire. Le secteur de la restauration est sinistré. Les professionnels demandent la réouverture des établissements tout en garantissant le respect des mesures de distanciation sociale. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Situation dramatique pour les restaurants, bars et débits de boissons, communément appelés maquis en Côte d'Ivoire. D'habitude bondés de monde venus se restaurer ou consommer des boissons,
Les réceptifs sont aujourd'hui déserts. Tous ces établissements ont été fermés par les autorités dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, avec des conséquences désastreuses pour ce secteur d'activité. Les conséquences, elles sont grandes, parce que nous vivons de ça. Nous n'avons pas autre activité. Sans oublier que nous employons vraiment beaucoup de jeunes. Et ces jeunes sont dans la rue, qui ne font rien, qui va augmenter le chômage, le vol, tout et tout, puisqu'ils n'ont rien à manger. Pour éviter la faillite totale, les propriétaires des établissements du secteur se sont regroupés en syndicats pour défendre leurs intérêts. Ils proposent la réouverture de leur structure en aménageant les capacités d'accueil afin de respecter les mesures d'hygiène et de distanciation sociale. Un maquis qui a plus de 700 000 places assises, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réduire. Parce qu'avec les mesures de sécurité, on laisse 2 mètres entre une table et son invité. Entre l'autre, il faut au moins 2 mètres. Entre la table voisine et moi, il y a 2 mètres. Après ça, on va aller voir le gouvernement pour dire, bon, patron, voici comment on peut faire pour que nous aussi, on peut un peu avoir à manger. Il n'existe pas de statistiques précises pour évaluer la perte du chiffre d'affaires des restaurants, bars et maquis, parce qu'ils évoluent pour la plupart dans l'informel, sans existence légale, ce qui explique leur difficulté à bénéficier des mesures de soutien de 100 milliards de francs CFA de l'État au secteur informel. Cependant, on estime à au moins 43 000 le nombre de ces établissements employant en moyenne une dizaine de personnes. Et toujours en Côte d'Ivoire, l'indignation d'une partie des organisations de la société civile. Elle dénonce la décision de l'État de retirer sa déclaration de reconnaissance de la compétence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Elle demande au gouvernement de revoir sa position. Philomène Tine. Surprise et indignée, se disent les organisations des droits de l'homme de la société civile ivoirienne. Pour cause, le retrait de la Côte d'Ivoire de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. À cela, ces organisations adjoignent un appel au gouvernement de Côte d'Ivoire à reconsidérer sa position suite à son retrait de reconnaissance vis-à-vis de la compétence de la Cour africaine. La déclaration de la reconnaissance de la compétence de la Cour par la Côte d'Ivoire en 2013 est le fruit d'un long et pénible combat des organisations non gouvernementales ivoiriennes. Ce sont ainsi plusieurs années de lutte qui viennent d'être annihilées à l'issue de seulement 2 heures de réunion. Le retrait de reconnaissance de compétence de la Côte d'Ivoire à la Cour africaine empêche au peuple ivoirien de déposer des plaintes directement devant l'institution. Toutefois, la réaction du gouvernement ivoirien a été justifiée par des décisions de la Cour qui auraient perturbé l'ordre juridique interne de Côte d'Ivoire. Il reste toujours possible aux citoyens et aux ONG de saisir directement la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, et celle-ci se chargeant, en cas de besoin, de transmettre les dossiers à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc ça ne doit pas empêcher la Cour de continuer à travailler selon d'autres mécanismes et souhaiter que les uns et les autres soient vigilants. Il est évident que ce retrait qu'on peut déplorer, ça dépend de quel côté on veut se placer. Il faut souhaiter que le changement en Côte d'Ivoire, cette situation soit résorbée. La Côte d'Ivoire devient ainsi le 4e pays africain à retirer sa déclaration de compétence, après le Bénin, le Rwanda et la Tanzanie. Tout de même, le pays reste membre de la Cour africaine. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.